Assalamu alaikum. Je remercie les organisateurs de cette magnifique journée. Je souhaite une grande vie aux journées Giroud et je remercie à la tête des organisateurs, Madame Professeur Ousseline. Je parle du laser Navidas dans le traitement des pathologies maculaires. Je n'ai pas un conflit d'intérêt. On a cette machine depuis 2 mois. On a eu l'honneur d'avoir Madame Professeur Karawat lors des premiers malades qu'on a traités ensemble. Elle nous a honorés par sa présence et surtout par les commentaires et les très bonnes questions. On a beaucoup appris avec vous. Merci Madame. C'est un système de navigation qui permet de traiter les lésions rétiniennes comme on le fait avec un laser standard. Mais tout est programmé avant, ce qui donne une grande facilité, aussi bien pour le médecin que pour le patient. Vous voyez à droite une très belle PPR réalisée en une séance chez ce patient qui a une rétinopathie optique proliférante. L'autre œil, il a des commandes de rétine fractionnée, il doit être opéré. C'est un laser diode qui utilise une lumière jaune dans 570 nanomètres. Et cette lumière s'avère qu'elle interagit bien avec l'hémoglobine, l'épithèle pigmentaire et donc un bon effet. L'avantage de cette machine, c'est que le traitement est planifié avant. On peut exporter n'importe quel type d'image, une image du fond d'œil, une image autofluo, une image OCT, une image d'angiographie fluo. Donc on exporte avec une clé USB sur la machine et on prend une photo sur la machine et on peut calquer la photo prise sur la machine par rapport à la photo prise par l'autre appareil et on dessine au doigt sur l'écran le traitement qu'on veut effectuer sur ce patient. Il y a un eye tracker, donc on peut traiter sans contact et avec une grande sécurité en protégeant la fovea et la optique sans contact. Si le patient est ébloui par la lumière de la lampe infrarouge, il ne s'agit pas de lampe infrarouge, mais on peut effectuer un traitement en infrarouge, comme ça il y a uniquement la lumière de l'impact laser qui est visible. C'est un confort, c'est une rapidité, les images c'est un grand champ. Et tout ça permet de faire, comme je vous ai montré, une PPR en une séance. C'est vraiment un gain financier pour le patient. Il vient, il fait une PPR en une séance. Donc la machine coûte cher, mais pour le patient, ça peut revenir moins cher. On va parler principalement du mode micropulsé pour les traitements des lésions maculaires. Et pour le traitement micropulsé, il faut dire qu'il n'y a pas vraiment un consensus comment on règle la machine. De manière générale, donc, il y a une association, l'association c'est la SOLS, c'est la Society of Retinal Threshold Ophthalmic Laser Society, qui propose un protocole comme ça, tout le monde va parler de la même chose, mais pour le moment, il n'y a pas de consensus quant aux paramètres de la machine quand on l'utilise en mode micropulsé. Il faut dire que ce mode micropulsé n'entraîne pas de photocoagulation, mais le mécanisme exact n'est pas très bien connu. On dirait qu'il y a une stimulation des cellules gliales, des cellules de Müller, des cellules pigmentaires, qui vont fabriquer au niveau du cytoplasme des protéines de choc thermique. Ces protéines de choc thermique sont des protéines qui sont produites lorsqu'il y a une agression de la cellule et qui permet de protéger la cellule et d'activer ses mitochondries et son métabolisme pour une meilleure réaction. Donc on pense que c'est ça le mode d'action de ce laser, c'est comme de la photobiomodulation, et il faut savoir qu'il n'y a aucune lésion visible, ni à l'examen clinique, ni au niveau de tous les examens complémentaires, même en post-mortem, si on fait une autopsie, le laser, il n'y a aucun impact, aucune lésion. Aussi, si on fait sur plan fonctionnel en micropérimétrie, on ne voit pas de déficit. Là, on a traité en stop threshold. Vous voyez une vidéo à droite, comment on fait. Donc, ici, la machine reconnaît automatiquement la fovea et la papille. Elle exclut, pour ce traitement particulier, c'est une CRSC. Et donc, au-delà, on dessine en voyant en bleu la partie qu'on veut traiter. Et ensuite, au voyant en bas, il y a 4 points bleus, en fait. Ça, c'est l'image du fond d'œil réel. On fait 4 impacts pour calibrer, on appelle ça la titration. Et dès qu'on voit, ça, c'est les impacts en intérieur, c'est des impacts, ici, c'est des impacts en mode threshold, c'est un mode complet. Et ensuite, dès qu'on voit une réaction,
un petit blanchiment, la couleur qui devient un peu grise, on prend juste 5%, vous voyez ici, du T-Cycle, et on applique le laser en appuyant juste sur la pédale. Vous voyez même le patient bouge, l'appareil suit le schéma qu'on a choisi. J'ai déjà essayé de traiter avec un laser classique en micropulsé. Le problème, c'est que les pulses, on ne les voit pas, les impacts, on ne les voit pas, et donc on se perd. Ici, le grand avantage, c'est que les lésions, on ne les voit pas, mais plus ça a été planifié, vous avez vu la couleur de l'impact en réalité augmentée change, et donc on sait qu'on a traité cette partie. Même si le patient enlève la tête puis remet la tête, l'appareil continue, il ne va pas retraiter là où on a déjà traité. Donc c'est le grand avantage de cette technologie. On peut faire je dirais des miracles. Ici, c'est un traitement particulier proposé par l'équipe de Créteil en 2020. C'est des DMNA au stade d'atrophie. Donc c'est des DMNA atrophiques, mais il persiste quand même une réaction, un vaisseau qui est actif et il y a de l'exsudation, comme vous voyez ici. Et tout ça, c'est de la cicatrice. Donc, ce patient, on pourrait l'injecter comme ça, il va pas agrandir son scrotum central. Mais ce que propose l'équipe de Créteil, c'est que grâce à l'OCT, donc la précision de l'appareil, on voit très bien le vaisseau nourricier ici, et donc on va faire du laser sur les gros vaisseaux qu'on considère comme des vaisseaux nourriciers. On va coaguler cette fois-ci, pas en mais en impact laser direct. On n'a rien à perdre parce que derrière, en arrière, il y a de l'atrophie, et ça permet d'assécher la lésion et d'espacer, voire d'arrêter les injections dans ces cas. Je commence les cas cliniques, donc on a juste 2 mois de recul, et on a commencé réellement par des cas difficiles. Donc cette dame de 74 ans qui fait une occlusion de la veste centrale de la rétine de l'œil droit, qui a fait plusieurs anti-VEGF, qui refuse complètement de parler de la PPA parce que pour l'œil gauche ça s'est très très mal passé, qui a fait des injections, ensuite à un certain moment elle ne répondait plus, on a fait une injection de Kenacort, ça a asséché l'œdème de l'œil droit, mais elle a fini une hypertonie, donc on a opéré une sclérectomie profonde. Ça a bien marché pendant 4 mois, ensuite l'œdème récidive. Ça tombe bien, on venait d'avoir l'appareil. Donc on a dit on va faire un laser, et elle ne voulait pas du tout entendre le mot laser, on a expliqué c'est complètement différent, il n'y a pas de contact, on n'allait rien sentir. Donc elle a finalement accepté, et c'était le premier traitement, et vous voyez que le pattern n'était pas très très bien dessiné. Et en 2 semaines, on voit une diminution du volume de l'œdème maculaire, et voici comment ça a évolué après 2 semaines, juste après 2 semaines, et puisque les résultats étaient incomplets, donc on a injecté un anti-VEGF, et voici le résultat à J1 post-injection d'anti-VEGF, et on va continuer à suivre. Donc là, je vous ai dit qu'on a l'appareil depuis 2 mois, donc on n'a pas trop de recul. La deuxième indication qui est, à mon avis, très intéressante, c'est la colorétinopathie cérébrale, que ce soit aiguë ou chronique. Et donc les deux qu'on va voir, c'est des formes chroniques. C'est un jeune de 49 ans qui a en fait, c'est au niveau des 2 yeux, quand vous voyez au niveau de l'autofluo, l'œil droit, la fovea est épargnée, 10/10, mais l'œil droit, et l'œil gauche, il y a une perte de la vision. Et ça, c'est depuis 2 ans. Donc on décide, grâce à l'autofluo, donc on importe l'autofluo sur la machine et on dessine juste ces 2 rangs. Et donc on traite juste ces 2 parties. Et voici le protocole. Et le patient, il habite Schneuf, on le voit 3 semaines après. Il y a une nette régression du liquide sur-rétinien, et on le voit 4 semaines après, le liquide rétinien diminue nettement, et sa vision qui est passée de 1/20 à 4/10, il était très content, et nous on était très, très satisfaits de ce résultat avec cette machine. Quand on fait l'autofluo en 9 mois, quasiment c'est la même image, on ne voit pas un réel changement de l'état réglementaire, et c'est ce qui est décrit dans la littérature. Ces impacts n'entraînent pas réellement des modifications ni au niveau de la rétine ni au niveau des fibres pigmentaires. Deuxième technique très intéressante, c'est une dame de 58 ans avec une ambliopie de l'œil droit et une de l'œil gauche. Ça fait un DEP depuis quelques mois, et ce DEP, comme vous le voyez, il est proche de la fovea, et donc on lui fait
une substantial macular laser, donc dû à un laser micropulsé. Et ce qui est très intéressant, c'est que après 2 semaines, je repasse la vidéo, après 2 semaines, au niveau de la macula, rien n'est changé, le liquide est resté le même. Et quand on fait un balayage, on voit que rien n'a changé au niveau de la macula. Mais comment on explique cette amélioration de l'acuité visuelle? La patiente est venue très satisfaite. Sa vision réellement passe de 2 à 5 dixièmes. En fait, on s'est focalisé au niveau de la rétine et de l'espace rétinien, mais quand on a fait la pachymétrie choroïdienne, on était surpris par la différence significative de la diminution de la pachychoride, juste au niveau, là où il y a l'impact. Si vous voyez, ça c'est les valeurs de l'épaisseur choroïdienne. Si vous voyez ici 187, rien n'a changé, mais ici ça passe de 267 à 208, 236 à 226. Et si on fait une carte différentielle, et on voit que là on a traité exactement la choroïde. Cette AMSI, c'est une pachychoride. On ne sait pas pourquoi, même sur le plan horizontal, peut-être un problème de flux sanguin au niveau choroïdien. Il y a aussi une diminution significative. En haut et en bas, la diminution n'est pas significative. Peut-être la baisse de vue serait due uniquement au début. Peut-être ce serait le premier signe de l'amélioration des CRSC, la réduction de la pachychoride, là où on a traité. Et peut-être on devrait dans le futur traiter là où il y a une pachychoride et non pas se focaliser là où il y a le DEP ou le DSP ou la réunion de l'épithèle bicondyle, c'est-à-dire aller voir plus bas. La néovascularisation suprachoroïdienne, extrafovéale, cette patiente a été adressée pour un diagnostic d'un macroanévrisme, rétinien qui diffuse et qui donne beaucoup d'exsudation. Donc en fait, on l'a traité comme ça, on a fait tout le bilan et on l'a traité comme c'était indiqué dans l'interprétation de l'angiofluo sans réellement voir la patiente, mais après 2 semaines, il y a une amélioration. Mais après avoir vu son angiosité avant et après, la dame n'avait pas du tout un macroanévrisme rétinien, mais elle avait un réseau néovasculaire choroïdien en extrafovéa de plus de 200 microns de la fovea. Et vous voyez le réseau néovasculaire ici qui n'a pas changé après en 2 semaines. Mais la vision, par contre, elle a changé. Elle est passée à 3 dixièmes. La patiente était très contente. Quand on voit les exsudats, bon, je dirais qu'il n'y a pas de changement en 2 semaines dans le traitement. Donc on a orienté le traitement là où il y a l'exsudat. Donc en fait, la lésion siège ici. C'est là où il y avait le néovaisseau choroïdien qui exsudait en sous-rétinien et dans la rétine. La maculopathie diabétique, c'est une femme monophthème, celle qu'on a traitée ensemble, Madame Karawat. Donc, oui, les 8 semaines sont passées, donc on a pu faire un autre traitement et je lui avais promis qu'elle pourrait reprendre la conduite automobile. Elle commence à reprendre la conduite automobile, elle était très contente. On voit que la diminution n'est pas très significative, mais il y avait une amélioration de l'acuité visuelle qui passe à 5 sur 10. Un autre cas, ce patient par exemple, la vie n'est pas tout le temps rose, et bien ce patient, 56 ans, diabétique, on lui propre, bon bien sûr il a un long passé d'anti-VEGF, pourquoi ne pas proposer cette solution et en 2 semaines, vous voyez bien ici qu'il s'aggrave. Donc ici c'est un échec, ou je ne sais pas, en 2 semaines il s'aggrave, on va voir comment ça va évoluer. Un autre cas, c'est un patient, c'est un voisin qui a 72 ans, qui a fait une occlusion de la veine centrale de la rétine, et compliqué d'hémorragie du vitré, opérivitrectomie, ensuite une membrane épimaculaire qui a été pelée, il fait un Irvingas, donc multi-injecté, qui a fait un béon-corticoïde, mais avec hypertonie oculaire, donc on lui propose le SML, Substantial Macular Laser, et première fois, il s'améliore, et deuxième fois, il s'améliore. Bon, l'amélioration n'est pas aussi significative qu'un anti-VEGF, mais avec un traitement qu'on qualifierait de moins invasif qu'une injection, moins coûteux qu'une injection au niveau d'un bloc opératoire, juste au niveau d'un box de consultation. Donc, on voit une diminution significative de l'œdème. Strilangioïde, ici, on a appliqué le protocole de Créteil, c'est-à-dire que cette dame avec
je vous promets qu'elle a fait plus de 30 injections dans chaque œil, plus de 60 fois au bloc pour faire des injections, 77 ans. Si on joue au stade d'atrophie au centre, mais elle ne veut plus faire, on comprend très bien, elle ne veut plus faire d'injection d'anti-VEGF, mais qui voit quand même qu'il y a une certaine vision et qu'il y a des métamorphoses parce que ce néovaisseau continue à exsuder. Donc pourquoi ne pas établir le protocole de Créteil, c'est-à-dire avec l'angio-OCT, on met le pattern juste là où il y a les gros vaisseaux, et ici c'est pas un laser en infraliminaire, c'est l'énergie totale en coagule. On voit qu'après ici un mois la réduction de la taille de la membrane néovasculaire, et on voit que ici les tabulations, ça c'est des tabulations, c'est dans ces cavités au niveau de la rétine externe, qui sont déjà des indices de mauvais pronostic qui a quasiment disparu une fois qu'on a coagulé le néovaisseau. Un autre cas, c'est d'un traitement la même chose. Là, ici, on traite, donc c'est une forte myopie avec un trou maculaire, avec une cicatrice qui est gênée par les métamorphopsies, qui sont dues à l'œdème, qui est dû périlésionnel, qui est dû à cette membrane qui reste active. Donc, on coagule la membrane et donc la navigation automatisée nous permet d'être très très précis, de dessiner au doigt donc le pattern qu'on veut pour coaguler cette membrane néovasculaire, et en bout d'un mois on voit que l'exsudation a diminué, bien sûr l'atrophie persiste et les métamorphopsies ont disparu. Okay. Ce cas est très intéressant, c'est un Dr. Wilbur qui nous adresse cette patiente qui a un œdème maculaire uvéitique bilatéral, qui répond aux corticoïdes, mais avec hypertonie oculaire. Un œil, elle a perdu par hypertonie oculaire, post-corticoïde, suite à l'œdème maculaire diabétique, l'œdème maculaire uvéitique. Donc, il nous envoie cette patiente avec un œdème maculaire énorme. Vous voyez ici, même l'échelle colorimétrique ici, ça dépasse l'échelle de l'appareil. Et on lui fait un laser, donc il fallait traiter toute cette partie. L'appareil ne permet pas de faire un impact maculaire de plus de 1500 impacts maculaires, donc on a dû diviser la lésion en deux parties, supérieure et inférieure, pour pouvoir traiter toute cette partie. Et en 2 semaines, quand elle est rentrée au cabinet, elle nous disait « Est-ce que je peux faire des you-you ?» Elle était très très contente. Bien sûr, on l'a autorisé pour la zorté. Hill's disease, c'est une maladie de Hill's. Oui, c'est un ami qu'on suit par une maladie de Hill's et qui a fait tous les anti-VEGF disponibles en Algérie et dans l'Occident. Certes, ça répond, mais ça récidive. Et il finit par une colonne d'exudat avec une ischémie de quasiment toute la partie inférieure de la rétine. Donc on traite là où il y a l'exudat et on le voit juste 1 semaine après, il n'est pas revenu. Et on considère que sur le plan épaisseur, il y a une diminution significative de l'épaisseur de l'œdème maculaire. Les maculaires télangiectasie, c'est le père de mon ami qui a 82 ans, qui a une maculaire télangiectasie de type 2. Et donc on le traite, il revient à 1 mois. Bon, quand on voit les valeurs, il y a une diminution de 16 microns. Et donc on traite juste là où il y a l'œdème à l'OCT. Donc juste à l'OCT. Diabétique, rétinopathie diabétique proliférante avec œdème maculaire diabétique. Oui, 53 ans, c'est un homme de 53 ans qui habite Lyon, qui est venu déjà au stade rétinopathie diabétique proliférante avec hémorragie du vitré, et ici, une rétinopathie diabétique non proliférante sévère et avec des exsudats. Donc, on aurait probablement proposé un laser PPR en plusieurs séances avec injection d'anti-VEGF bleu droit. Et pourquoi ne pas proposer d'emblée la PPR en une séance à droite, traiter au même temps la lésion maculaire, comme ça on est sûr que la PPR qu'on est en train de faire ne va pas aggraver son œdème maculaire, et ce qu'on a fait, donc en une séance pour l'œil droit, et vous voyez en 1 mois et demi, il revient à 1 mois et demi habituellement, une réduction de la JV, la PPR qui prend, et ici la PPR qui a été commencée, et surtout que l'œdème maculaire ne s'est pas aggravé par cette PPR agressive. La vasculopathie poïdale, c'est un médecin qui vient à 61 ans pour une baisse d'acuité visuelle unilatérale, et il présente un hématome en pré-rétinien, donc
On examine bien à l'OCT, malgré le swab source, on passe pas, parce qu'il s'agit d'une traction, on fait une écho B, on exclut un processus tumoral. Et on fait un impact laser ici, on le voit le long de, un jour après, le sang commence à se vider, une semaine après, oui, et à chaque fois on contrôle par l'OCT. Au bout d'une semaine, on voit comme que cette pyramide, le sang il s'est vidé, le source arrive à traverser le sang qui reste, mais on a cette image déjà il s'agit probablement d'une lésion. Donc trois semaines après, on le revoit et ça confirme la vasculopathie polypoïdale avec un néovaisseau. On l'injecte et on le revoit le lendemain. On sait bien que pour ce type de pathologie, si on y associe une PDT, le résultat serait meilleur que de faire des injections seules. Mais quelques auteurs parlent aussi, vu le manque de vertéporfine dans le monde, peut-être le fait d'associer le SML serait bénéfique à anti-VEGF et SML. Donc on l'a injecté, on verra comment ça va évoluer. Une maladie de Cox, c'est un enfant de 7 ans qui a été adressé pour cette lésion, c'est une maladie de Cox. Déjà faire un laser chez un enfant c'est difficile. Donc ici le grand intérêt c'est que cette machine est peut-être compatible même avec un enfant avec une petite coopération. Donc il n'y a pas de verre de contact, on peut traiter en infrarouge. Le patient n'est pas ébloui par la lumière de la machine, il est juste ébloui par la lumière des spots. Et pourquoi pas, bon, c'est vrai qu'on peut, en extramaculaire, on peut mettre un laser en photocoagulation, et ici, on peut mettre un laser en micropulsé. Bon, disons, on a discuté avec les parents, on leur a dit, on va commencer en micropulsé, on va voir comment ça a évolué, et au bout de 3 semaines, aucune évolution. Ce qu'on a fait, on a continué en micropulsé, mais au lieu de mettre 5% de duty cycle, on est passé à 15%. Donc on a triplé l'énergie, on verra comment ça va évoluer. La discussion, donc c'est une série très hétérogène, c'est des cas difficiles, des lésions chroniques, et on a un recul très court. Donc sur la littérature, toutes ces indications, même plus, peuvent être proposées avec cette technologie. Et je vous rappelle, cette société, vous pouvez être membre de cette société gratuitement. Et cette société c'est un groupe de médecins présidé par Dr. J qui veulent qu'on utilise cette technologie tous de la même manière et qu'il y ait un consensus dans le traitement. Pour le moment, ce consensus n'existe pas. Autre discussion, ce patient diabétique depuis 30 ans mal équilibré, il voit 10 sur 10. Et vu que cette lésion, cette technologie serait pas néfaste, regardez le réseau profond, déjà il a des exudats, le réseau profond, il y a une vasculopathie profonde, il y a des microanévrismes au niveau de son réseau profond. Donc, la question, pourquoi il va 10 sur 10, pourquoi ne pas déjà, à ce stade, commencer, donc proposer un traitement à ce stade qui serait peut-être, qui va retarder ou voire même guérir sa maladie. En conclusion, donc c'est une expérience, c'est notre première expérience, c'est une technologie qui est intéressante et qui pourrait changer notre mode de traitement des maladies rétiniennes. Je dirais pas qu'elle va régler tous les problèmes, surtout pas. J'ai 50 ans, je suis devenu mieux. Si j'étais plus jeune, je dirais que oui, c'est une solution radicale, pas du tout. On a appris que chaque fois, tout ce qui est nouveau n'est pas souvent aussi beau et rose. On essaie d'être sage et voir les résultats, mais pour le moment, on est satisfait. Merci beaucoup.